Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Hervé De Volder. Hervé est auteur, compositeur et metteur en scène de spectacles musicaux. Vous avez peut-être déjà découvert la comédie musicale Chance qu'il a écrit, composé et mis en scène et qui joue depuis des années partout en France. Ou peut-être avez-vous eu la chance de découvrir La Crème de Normandie en ce moment au Théâtre du Gymnase. Avec Hervé, on a parlé de comédie musicale bien sûr, de son rapport à cet univers, de sa manière d'écrire ses spectacles, de sa vision de la comédie musicale en France et de tas d'autres choses que je vous laisse découvrir. J'ai adoré ce moment en compagnie d'Hervé et j'espère que cette interview vous plaira tout autant qu'à moi. Alors, bonne écoute. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Eh bien, je suis Hervé De Volder et je suis un peu, malgré moi, spécialisé dans les spectacles musicaux de théâtre musical. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors, je pris la ligne 14. Oui. Je suis descendu... Non, ça, c'est pas ce qu'on me demande. Mon parcours... Moi, je suis un bon élève. Ah. En fait, les artistes disent souvent j'étais près du radiateur et je foutais rien. Et moi, c'est pas vrai, j'étais plutôt un bon élève. Et quand on arrive au moment du bac où il faut faire des choix comme ça, eh bien, j'avais des possibilités de faire plein de trucs. Et en fait, je me suis jeté à corps perdu dans l'activité artistique parce que j'ai l'impression que nous avons une mission. Alors, il faut arrêter de croire qu'on est des intermittents qui ramassons le fric des autres, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais en fait, on a une mission, c'est, compte tenu de toutes les horreurs que peut générer l'espèce humaine, nous, on peut faire ce que j'appelle de l'endoctrinement positif. C'est-à-dire que quand on chante « que je t'aime », on se dit « et moi, si j'aimais ma femme éventuellement, et que je la battrais pas, et mes enfants, et que je les abandonnerais pas, et que j'aimerais mon voisin, et que je le zigouillerais pas. » Voilà. Donc c'est un choix comme ça. Alors après, j'étais un bon élève, donc j'ai fait le conservatoire d'art dramatique, de musique, etc., avec gourmandise. Et puis voilà. Et après, donc tu as fait le conservatoire, et comment tu t'es lancé à écrire et composer tes premières comédies musicales ? Alors, comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, moi je me suis retrouvé compositeur sans le savoir, et même metteur en scène sans le savoir. En fait, tout a un peu débuté pour le spectacle typiquement musical lorsque, tout jeunot sortant du conservatoire, j'ai monté les pièces de Labiche. Or, les pièces de Labiche, donc c'est vaudeville de la fin du 19e, ont des couplets chantés qui sont indiqués dans la brochure, mais on n'a pas les références musicales, parce qu'à l'époque, c'était des parodies de chansons populaires du moment. Donc si on allait retrouver même les airs, comme on n'a plus les références, ça ne servait à rien. Donc il m'a semblé juste de composer la musique qui correspondait à la situation évoquée dans les couplets. Et puis voilà comment je me suis mis à écrire des bouts de chansons, alors que évidemment que ayant fait le conservatoire de musique, je fabriquais déjà de la musique, mais comme ça pour rien. Et puis j'ai découvert en jouant ces pièces-là, où il y a quand même une fantaisie, une folie merveilleuse chez ces auteurs de ce moment-là, j'ai découvert que les moments chantés, d'un seul coup, c'était d'une efficacité, et pour nous sur scène, et pour les spectateurs dans la salle, c'était quand même des moments magiques. Alors après, on redisait la pièce, puis après, arrivait une autre chanson, on se disait « ouh, miam miam ». Voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, et si on écrivait un spectacle entièrement chanté, qu'on restait en haut de cette jubilation partagée. Et c'était quoi ce premier spectacle ? Eh bien, c'était Chance. Ah, c'était Chance, directement. Oui. Donc, moi, j'avais fait un tas d'autres spectacles. J'ai fait beaucoup de spectacles solo. J'ai fait, comme beaucoup d'artistes, one-man show, etc. Et donc, je me suis dit, il faut tout chanter. Voilà, ce qu'on a fait avec Chance. Et Chance, créé en 2001 et qu'on joue encore en 24. Ouais, voilà. Incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Chance, le pitch ? Le pitch, c'est d'une grande pauvreté. C'est la vie quotidienne dans le secrétariat d'un cabinet d'avocats parisien. Jusque-là, ça ne fait pas rêver. Mais il y a tous ces gens qui cohabitent là-dedans, avec des clivages sociaux importants entre le big boss, la stagiaire, le coursier, etc. Et puis ces gens-là font un loto régulièrement toutes les semaines, chacun mise 2 balles, et puis ils gagnent le gros lot. Et finalement, cette manne d'argent, qu'ils vont d'ailleurs pas dépenser, ils vont juste être libérés parce que leur compte en banque leur fausse plus d'angoisse,
et va annuler les clivages sociaux et va révéler un tas de choses formidables. Voilà, donc c'est toujours une fable, parce que je considère que c'est un peu notre mission. Il y a des spectacles importants qui dénoncent, et ça m'est arrivé aussi de dénoncer des choses, mais je trouve que nous avons aussi la mission de proposer un monde idéal pour avoir quand même une petite idée. Et comment ça t'est venu, cette idée d'écrire cette comédie musicale dans ce cabinet d'avocats ? Ah, ça, j'en sais rien du tout. Comme ça, sous la douche ? Ouais, comme ça, voilà. Mais je crois que j'avais déjeuné avec un copain d'une copine qui était avocat et qui était un peu... quand on n'avait pas grand-chose à faire à part le pognon, et qui disait « Ah, il y a un mec, je lui ai pris 3000 balles ce matin, il y en a un autre, ça va me rapporter tant et tout », et il parlait un peu que de sa Rolex et de son fric. Je pense que lui m'a un peu influencé, voilà. L'activité des avocats présente l'avantage d'être théâtrale, et que les personnages y répètent des plaidoiries, etc. Donc c'est quand même une profession théâtrale qui nous intéresse pour l'écriture. Et du coup, donc t'es un peu tombé comme ça dans la comédie musicale, mais tu aimais déjà ça avant de te lancer ? Mais j'aimais ça, mais sans être un spécialiste. Voilà, donc après on me dit ton œuvre préférée. Alors moi j'évite d'avoir des préférés, parce que je trouve que c'est un non-sens écologique. J'avais pas cette question. Voilà, à part ma femme, je préfère rien. Et donc moi j'aime bien toutes les plantes, j'aime bien tous les animaux, j'aime bien toutes les musiques. Voilà, j'ai pas besoin de m'efforcer, mais dans mon ADN, j'aime pas préférer. Et donc ça permet d'aimer la comédie musicale américaine, ça permet d'aimer ce que fait Demi, etc. Pourvu que ce soit malin, qu'il y ait une fantaisie et puis qu'il y ait une qualité, c'est tout. Et qu'est-ce qui te plaît dans la comédie musicale ? Ben, je considère que la comédie musicale c'est une réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est la vraie vie, mais en mieux. Alors on parlait tout à l'heure dans Les Demoiselles de Rochefort, il y a les grands airs qu'on connaît, mais il y a des petits moments tout petits de transition où un personnage va d'un endroit à l'autre, mais il y va en dansant, et puis il croise deux marins avec qui ils échangent un pas de danse, etc. Et c'est tellement merveilleux d'être dans un pays en paix. Dieu sait qu'on n'est pas beaucoup, mais on est de moins en moins sur la planète, d'être pas encore complètement envahi sous les eaux les uns les autres, d'être vivant, voilà, d'avoir des conditions sociales qui sont quand même très chouettes en France. Et donc je pense que c'est un hommage à ça permanent, et qu'on est content de vivre ça, et qu'on rend un petit peu hommage à ce bonheur d'être sur cette petite boule bleue au milieu de rien, et puis qu'il y ait quand même des palmiers, des plages, et des bananes et des cerises. C'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre, voilà, mais voilà, je pense qu'il faut rendre hommage à ça. Enfin, moi, je sais ma pensée. Et la comédie musicale, c'est ça. Je pense que c'est aussi un grand hommage au plaisir d'être vivant, et puis à ce que l'espèce humaine a de positif, quoi. Il y a quand même des saloperies de mauvaises idées de guerre, et il y a quand même Mozart, quoi. Et comment ça marche d'écrire et de composer une comédie musicale ? Est-ce qu'il y a des codes qu'il faut suivre en particulier pour cette discipline ? Il y a des codes que moi j'ai appris après. Okay. Par exemple, quand on commence une comédie musicale avec une grosse distribution, on met tout le monde sur scène et on fait un grand tableau où il y a tout le monde, où on en met plein la vue aux spectateurs, et puis après tout le monde sort, et puis il y a un piano seulement et une petite jeune fille qui fait « Oh, depuis que je l'ai vue, mon cœur ne cesse de battre », voilà, et on se dit « Oh, c'est elle est merveilleuse, elle est amoureuse du garçon qu'on a vu tout à l'heure », voilà. Alors que si on avait commencé par le piano et la petite jeune fille, on se serait dit combien j'ai payé 45 balles pour voir ça, voilà. Donc ça fait partie des codes, mais je les ai appris un peu plus tard, et dans par exemple Chance, qui a le joyeux succès que nous savons, ce code n'est pas du tout respecté, et ça n'a pas empêché le spectacle de fonctionner. Et quand tu écris et tu composes, est-ce que tu vois déjà toute la mise en scène du spectacle ? Oui, c'est peut-être un défaut, parce qu'on m'avait fait le reproche dans les premiers spectacles, on dit mais comment il a composé, écrit le texte et mis en scène, qu'est-ce que c'est que ce prétentieux ? Je dis mais non, en fait c'est le metteur en scène qui a écrit aussi le texte, mais pas en même temps. C'est pas au même moment qu'on fait tout ça, donc on cumule pas les fonctions, on les cumule dans le temps. Donc metteur en scène, quand il reçoit le texte écrit, même si c'est pas lui qui l'a écrit, le texte est déjà fait. Voilà. Oui, non, moi j'ai le tableau entier dans la tronche, si je puis dire. Et dans La Crème de Normandie, il y a une grande scène très rigolote où il y a deux personnages qui n'ont rien à faire là et qui se découvrent une passion commune pour la gastronomie et qui d'un seul coup émettent des petits gémissements rien qu'en évoquant des recettes de cuisine. Et le texte, c'est la recette de cuisine, quoi. Et donc pour moi, j'avais vraiment l'idée de ce qu'allait devenir ce tableau, et les artistes nous ont fait confiance, et c'est devenu ça. Mais c'est vrai que voilà, l'idée est complète. Et ça permet aussi, quand on a l'idée générale,
d'avoir beaucoup de textes, de sexe, j'ai failli dire, beaucoup de textes à double sens, qui est beaucoup plus riche. Quand un personnage dit un truc mais qu'on comprend que ça veut dire ça en réalité, c'est quand même beaucoup plus riche. Et ça, c'est possible quand on fabrique tout. Alors que quand l'auteur a livré son truc, il livre son propos et puis voilà. Et donc justement, tu parlais de la crème de Normandie. La crème de Normandie, et au Théâtre du Gymnase. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi parle ce spectacle ? Alors, la crème de Normandie, moi je suis assez influencé, donc c'est une coécriture avec Milena Marinelli. Moi je suis assez influencé, si je puis dire, par l'environnement d'un spectacle, c'est-à-dire que ça se passe dans un type de lieu. Donc dans le cas de chance dont on parlait tout à l'heure, c'est le secrétariat d'un cabinet d'avocats, donc il y a une machine à café, donc il y a des gens qui arrivent, qui enlèvent leur manteau, enfin il y a un certain nombre d'éléments qui sont inhérents à cet environnement. Là, ça se passe dans une maison close en 1900, et c'est l'apogée du genre. La maison close en 1900, c'est très beau, il y a Lautrec qui vient peindre les filles, il y a des décorations marines magnifiques, il y a du mobilier magnifique, c'est très très beau. C'est une ambiance particulière, il y a en plus l'esprit français qui est là, avec une subtilité de langage, etc. Il y a tout ce raffinement, et au milieu de ça, des travailleuses du sexe qui ont une condition sociale absolument épouvantable. Et donc c'était étonnant au moment d'écrire cette pièce avec Milena Marinelli, d'être confronté à cet univers qui est tellement riche. Voilà, donc on pouvait faire une pièce de Feydeau, si je puis dire, avec une grosse gaudriole, où on pouvait écrire Zola en racontant le drame épouvantable de ses filles. La maison, donc l'établissement s'appelle La Rose Éclose, est en Normandie, comme la crème de Normandie. Le type, il a créé cette maison-là avec l'argent de sa bourgeoise, qui elle est d'une grande famille, mais lui c'est un peu un roublard. Et donc ça va bien jusqu'à ce qu'il y ait une concurrence qui s'installe, etc. et qu'on soit un petit peu en difficulté financière. Et la fameuse épouse richissime a en plus un cousin allemand milliardaire qui est de passage dans la région et qui lui soutient des orphelinats, il visite les orphelinats, il donne beaucoup d'argent. Et donc l'idée pour récupérer du pognon, c'est de faire passer la maison close pour un orphelinat pour un soir. Donc on déguise les prostituées en petites orphelines malheureuses, et c'est un petit peu voué à l'échec, mais on va s'en sortir quand même. Et puis cet abruti, il a laissé, je parle du tenancier de la boîte, il a laissé évader une parole de sa bouche, et sa femme est au courant de ce orphelinat inexistant, et elle aussi se sent des vocations caritatives et débarque. Donc c'est un gros vaudeville, vraiment c'est vaudevillesque comme on savait faire dans la fin du 19e. Et puis en même temps, il y a le drame de ses filles, et donc c'était très amusant, et bien que très difficile, mais donc très amusant, de mettre en scène cette pièce qui passe de Zola à Feydeau en permanence. Voilà. Et d'où est venue l'inspiration pour ce spectacle ? Eh bien, c'est une idée de Milena Marinelli qui avait envie de traiter cette esthétique-là, pour différentes raisons. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, mais moi aussi, j'aime beaucoup cette esthétique, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de rigolo. Voilà. Et comment ça marche d'écrire à quatre mains ? Comment vous vous êtes organisé ? Est-ce que vous écrivez ensemble ? Est-ce que chacun de votre côté des parties ? Comment vous faites ? Alors je crois que c'est chaque fois un cas particulier. Moi, c'est pas ma première coécriture, mais c'est à chaque fois un cas particulier. Et là, on a commencé par jacasser pendant au moins 1 an pour arriver à être d'accord sur non pas que ce fût conflictuel, mais arriver à être d'accord sur un angle d'attaque pour raconter ce moment-là. Et ensuite, non, on a écrit à 2, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur, il y a l'un ou l'autre qui tape, et puis tous les deux qui tchatchent, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça, puis on y pense, puis on s'envoie des messages en disant j'ai pensé que machin, il pourrait arriver à tel moment, etc. etc. Voilà, c'est vraiment, c'est une coécriture à ce moment-là. Alors moi je suis un peu plus spécialisé dans les chansons, les vers, les musiques, donc là on était d'accord qu'à ce moment-là ça chantait telle chose, et voilà, et je m'y suis collé. Mais l'ensemble du scénario c'est vraiment fait à 2 et en travaillant à 2. Et combien de temps ça met à écrire un projet comme ça ? Ben on ne sait pas, mais c'est très long, c'est au moins 2 ans de travail, quoi. Alors c'est pas 8 heures par jour tous les jours, mais c'est 1 ou 2 séances par semaine pendant 2 ans. Sans parler de monter le spectacle ensuite. Voilà, alors ensuite on arrive à la pièce, ça y est, on a une jolie brochure qui est reliée, et on prend le soin d'écrire V1 dessus, version 1, parce qu'il y aura une V2. Et là on joue la V30. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'entre la 13 et la 14 il y ait des différences colossales,
Mais en tout cas, il faut retoucher. Et particulièrement dans le spectacle musical, on retouche beaucoup. D'ailleurs, dans les pays qui ont un plus gros rendement dans le genre, je pense à Broadway et au West End à Londres, on fait des previews d'1 mois ou 2 mois. C'est-à-dire quand le spectacle est complètement monté, on le joue pendant 1 mois ou 2 avec que des potes et des copains et des professionnels dans la salle qui font des retours, et puis on corrige ceci, on corrige cela. Alors qu'en France, on a l'habitude d'arriver au premier truc. Donc on s'en fait nous-mêmes des previews, et puis on corrige le tir. Voilà. Et il y a beaucoup de chansons qui sont coupées finalement, que tu écris. Mais il y en a des très très belles. Alors après, on coupe tel passage, donc la chanson qui était dans le passage, elle disparaît. C'est toi. Voilà. Et puis il y a l'interprète qui était tellement content de chanter cette chanson-là, qu'on aime tous, mais le scénario a un peu bougé. On dit, non, celle-là, elle disparaît. Donc voilà. Donc on les fredonne avec nostalgie dans les couloirs, mais elles sont plus dans le spectacle. Et il y a des musiciens sur scène, c'est important pour toi? Ah, c'est très important. Ouais. Alors ça fait partie des expériences. Moi, j'ai fait des spectacles musicaux avec des gros arrangements faits en studio, avec des orchestres, etc., avec un régisseur qui appuie sur le bouton au bon moment pour que ça parte. Mais c'est de la conserve. Même si c'est de la conserve de luxe, c'est de la conserve. Et dans du spectacle musical, il vaut mieux un pianiste avec un piano un peu pourri, qui accompagne tout, qu'une magnifique bande-son. C'est pour du théâtre musical, les gens sont là avec leur cœur qui vibre, leur corps qui vibre, et il faut qu'il y ait la corde de l'instrument qui vibre aussi. Donc c'est nécessaire. Alors c'est un coût, bien sûr. Et donc dans des spectacles comme ceux dont on parle là, j'essaie toujours de me débrouiller avec 3 musiciens. C'est-à-dire qu'il y a un piano qui fait l'ensemble du boulot, il y a la contrebasse qui assied tous les rythmes dont on a besoin, les rythmiques, et puis surtout qui fait ressortir, enfin on ne pas rentrer dans un cours d'acoustique, mais les fréquences basses de la contrebasse font ressortir les voix, donc qui sont plus aiguës. Et puis un autre instrument qui chante et qui nous raconte l'époque. Et donc dans La Crème de Normandie, c'est un petit violon qui nous rappelle qu'on est en 1900. Voilà. Et toi aussi, tu joues de plusieurs instruments? Et moi, je joue essentiellement du piano. J'écris pour tous les autres, oui. Mais je les admire tous tellement. Et donc ensuite, il faut monter le spectacle et il faut donc recruter les comédiens-chanteurs. Ah, ça c'est bon, ça. Et alors, c'est quoi un bon comédien-chanteur de comédie musicale? C'est quoi ses qualités? C'est difficile, il faut savoir faire énormément de choses. Parce que moi qui, encore une fois, été un bon élève et suivi des formations, je suis exigeant dans l'art dramatique et puis je suis exigeant dans la musique. Donc faut pas juste des chanteurs qui récitent au moment du parler parce qu'on va s'en sortir comme ça, c'est pas possible. Donc on fait des essais, puis il y a un tas de gens merveilleux. En France, on croit toujours qu'on sait pas faire, mais c'est pas vrai. Voilà. Et puis moi je suis très attaché aux emplois aussi. Alors curieusement, on crée le spectacle avec quelqu'un qui a idéalement l'emploi qu'on voulait, et puis ensuite il y a une double distribution, puis c'est plus très grave en fait. En fait, non, je voulais un très 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 grand brun, mais le petit blond fera très bien l'affaire. Tu dis même, quand même, t'as pas voulu de moi au début parce que j'avais pas l'emploi, mais maintenant, le rôle a été créé, il existe, et les autres pourront se mettre dans les pantoufles de ce personnage. Donc l'emploi c'est très important, que ça colle à l'image qu'on a, quoi. Et tu as un autre spectacle qui sera à l'affiche au Festival d'Avignon, où tu as fait la mise en scène, oui. Qui s'appelle Virginie et Paul. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors Virginie et Paul, c'est une pièce musicale écrite telle que, avec mon camarade Jacques Mougenot, qui lui a commis la pièce et les couplets, enfin tout ce qui est du verbe c'est lui, et tout ce qui est de la musique c'est moi. Et on travaille en commun évidemment sur l'ensemble. Et moi j'ai commis la mise en scène, et la distribution est moins colossale que C'est sûr. que dans La Crème de Normandie. Il y a 3 chanteurs comédiens et 3 musiciens quand même. Voilà. Et les artistes, c'est Fabien Richard, qu'on vient de voir triompher dans Mamma Mia, Carole Defitte qu'on ne présente plus, et Jacques Mougenot, l'auteur, qui joue le narrateur et tous les petits personnages. Et donc on a créé cette pièce au Festival d'Avignon en 23. Et puis, dans notre jargon, ça s'est bien passé. Voilà, donc on refera le Festival d'Avignon et le Théâtre du Ranelagh à la rentrée, septembre 24. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce spectacle? Oui, alors, c'est un couple. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. On va nous raconter l'histoire d'un couple. Lui s'appelle Paul, on en connaît des Paul. Et elle s'appelle Virginie, voilà. Alors, ça fait penser, voilà, bref. Donc, ils s'appellent Paul et Virginie, et ils invitent à dîner un couple d'amis qui eux aussi s'appellent Paul et Virginie. Ça peut arriver, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Et puis en fait, on assiste à une répétition de la pièce de théâtre, et en fait, il n'y a que 2 personnes, il n'y a que 2 acteurs, un acteur et une actrice. Un acteur qui s'appelle Paul dans la vie, et qui va devoir jouer les 2 Pauls,
et une actrice qui s'appelle Virginie dans la vie et qui va devoir jouer les deux Virginie. C'est là que ça se complique. Et c'est ça qui est très très drôle. Et c'est ça qui est très très drôle. Et du coup, c'était un challenge justement d'avoir ces deux comédiens qui jouent une multitude de Virginie et une multitude de Paul. Ben en fait, c'est très très bien écrit par notre camarade Jacques. Et on a des moments où... Mais quand je comprends Paul... Ah, Paul, pardon. Excuse-moi, j'avais cru Paul. Et en fait, ça pose pas de problème. Le spectateur n'est pas perdu. Ouais, je confirme. Parce que on sait toujours qui est qui. Et c'est rigolo de s'apercevoir qu'on sait qui est qui. Et voilà. Et puis la pièce ne repose pas que là-dessus, bien sûr, puisqu'il y a une intrigue un peu profonde. Parce qu'en plus, la comédienne Virginie est mariée à un producteur de théâtre qui s'appelle Paul. Et qui lui a une aventure avec Virginie, la femme du comédien qui s'appelle Paul. Et donc le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour être tranquilles tous les deux et aller se retrouver faire des galipettes dans les hôtels, c'est de caser les deux dans un spectacle, parce qu'au moins ils savent qu'à cette heure-là ils sont tranquilles. Voilà. On vous laisse découvrir la suite. En tout cas, c'est vraiment génial. C'est très rigolo. Merci. Et du coup, c'est un travail complètement différent pour toi quand tu fais la mise en scène et la compo et pas forcément l'écriture. Parce que du coup, tu récupères un texte quand même qui existe déjà, qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Ouais, ben ça fait ça de moins à faire. Finalement, c'est juste du temps gagné. Non, ça fait ça de moins à faire, si je peux dire, parce que l'investissement est complètement le même. Et puis là, il se trouve que Jacques, c'est mon camarade, et que pareil, alors on joue pas la V30, on joue la V25, Virginie et Paul. Et donc, entre-temps, on retouche des choses, et puis on s'aperçoit ensemble des choses à retoucher, quoi. Donc moi, j'ai mes demandes officielles de metteur en scène. Est-ce que tu pourrais me faire une scène qui fasse plus ci ou plus ça ? Et puis, normalement, il est d'accord, puisqu'il est là, et qu'il joue dedans en plus, et qu'il voit bien ce qu'il veut faire. Non, l'investissement est le même. Au moment de fabriquer le spectacle, ça devient mon bébé complètement, en accord toujours avec l'équipe, parce qu'il faudrait être idiot pour faire son chef haillon et se priver de l'énergie et des bonnes idées de tout le monde. Voilà, mais c'est pareil. Alors, ce qui est très différent, c'est le style musical dans les deux pièces, puisque... La crème de Normandie se passe en 1900, donc c'est de la petite musique, ça fait penser à Chrysler parfois, sans atteindre le niveau, mais ça y fait penser dans le genre. Et puis Virginie et Paul, c'est complètement du jazz, donc les musiciens, tu vas chercher des musiciens de jazz, donc on leur joue un thème qui a déjà une petite allure de jazz, et eux ils en font tout de suite quelque chose de formidable. Et quand tu nous pitches ces spectacles, on se dit que c'est des histoires un peu barrées. Est-ce que c'est propre à la comédie musicale ou c'est propre à ton univers ? Je crois que c'est pas propre à la comédie musicale, parce qu'il y a des choses très très carrées. Alors, j'ai découvert que le fait de chanter sur une scène plutôt que de parler, on a le bras un peu plus long sur l'émotion, sur le décalage comique. Si un type a perdu ses clés et que ça devient un grand air wagnérien, c'est rigolo en se disant, non, mais ça a vraiment l'air de l'embêter d'avoir perdu ses clés, alors qu'on n'arriverait pas à le faire avec de la parlotte. Si d'un seul coup un personnage est tombé amoureux d'un autre et vient face publique en disant « Oh, mon Dieu que je l'aime », dans un monologue de 3 minutes, on va se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Alors que si c'est une chanson de 3 minutes, on est là à spammer en comprenant « Ah bah oui, je comprends que cet amour-là soit né ». Donc la comédie musicale est un peu plus forte pour ça, elle est moins forte pour expliquer. Si c'est vraiment un truc alambiqué à la Fédo, avec machin qui croit que truc, c'est difficile, la musique elle a un peu les fesses lourdes pour prendre les virages. Voilà, j'ai découvert ça. Mais en même temps, la fantaisie m'amuse tellement. Et puis dans le cas de Virginie et Paul, d'avoir les deux mêmes qui jouent plein de personnages et qu'on soit jamais perdu, c'est un petit challenge très amusant. Et pour le fabriquer et pour les spectateurs. Et toi qui évolues dans la comédie musicale depuis pas mal d'années en France... Oui, absolument. Est-ce que tu trouves que l'accueil du public évolue sur les comédies musicales ? Parce qu'on dit toujours que le public français n'est pas forcément prêt, etc. Pourtant, toi, tu ne fais que ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça vient très bien. Alors, la comédie musicale, l'opérette, c'est des choses qu'on a inventées en Europe de l'Ouest. Donc, en France, en Angleterre, en Autriche, en 1850. Et donc, il y avait que là qu'on faisait ça. Et on s'est fait piquer le bébé au début du XXe par les Amerlocs qui nous ont piqué et les scénars et les... Offenbach a fait des succès extraordinaires outre-Atlantique et voir des interprètes en les payant mieux, etc. Et on s'est fait un peu déposséder bêtement parce qu'on n'a pas forcément su suivre
le cours des choses, notamment ne pas faire entrer le rock'n'roll dans les années 60, quand il y avait un genre un peu trash qui arrivait dans une famille, il fallait qu'ils chantaient du rock'n'roll pour qu'on se rattache un peu à ce qui se passe au dehors, et ça on se l'interdisait en France, alors qu'aux États-Unis on se le permettait. Donc c'est vraiment, oui, la comédie musicale c'est arrivé chez nous, et puis on l'a perdu un peu. Ensuite il y a Starmania en 79, qui fait une petite crête, mais qui n'a pas été un succès commercial énorme, artistique incontestablement, mais voilà. Et puis ensuite, il y a 99, Notre-Dame de Paris, Chance en 2000, donc je suis ravi de me situer avec ça. C'est-à-dire un moment où on ne faisait plus beaucoup ça. Alors, je dis des bêtises parce qu'il y en a toujours eu d'autres, évidemment. Les gens qui vont entendre le podcast vont dire « Eh ben moi !» Ils auront raison. Mais je suis content de faire partie de ceux qui, à ce moment-là, ont ramené du spectacle musical dans la taille d'un petit théâtre de 400 places, quoi. C'est formaté pour ça, je pense, à Chance. Voilà, et donc on était un peu des innovateurs, et puis le public a pris l'habitude, ça vient, c'est formidable, donc ça grandit, mais ça se fait pas en un jour. Donc là on est à 24, nous on est à 20 et quelques années de fabriquer ça, et il y a une culture qui se fait, mais ça prend un petit peu de temps, et je pense qu'il y a vraiment une clientèle qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir de musical ce soir? C'est ça la finalité, c'est qu'en ouvrant son programme de théâtre, on se dit, tiens, on a bien un truc musical. Et c'est quoi une journée type de Hervé? Oh là là. Oui, non, c'est bien fou, parce que moi je compose beaucoup de musique de scène aussi pour un tas de spectacles, donc il y a beaucoup de travail d'écriture, et puis il y a des retouches, les gens ils sont en train de monter, ils me disent, tu sais, je t'avais demandé 26 secondes de musique, finalement j'enlève plus ma veste, donc si elle pouvait faire que 19, ça m'arrangerait, voilà. Donc on fait beaucoup de musique à la maison avec des machines, donc je bricole et puis je renvoie le petit truc de 19, mais même sur une pièce qui a joué il y a 3 ans, voilà, donc qui repart en tournée, il y a des petites, donc il y a tous les jours une petite modif d'un truc improbable, voilà. Et puis écrire des choses, et puis venir vous voir et vous dire tout le bien que nous pensons de ce métier. Et puis en ce moment, je joue dans la Crème de Normandie, donc le soir j'y vais, je colle une fausse moustache, parce que mon personnage est moustachu, et puis je me régale à partager la soirée avec mes camarades. Et ça fait quoi de jouer dans sa propre pièce? C'est pareil que dans les autres pièces, en fait. Ouais, parce que c'est terrible, on me demande parfois de raconter des catastrophes qui arrivent en scène, et j'en ai pas beaucoup à raconter, parce qu'on travaille bien, avec beaucoup de rigueur, et qu'il n'arrive pas beaucoup. Alors, de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit un adjectif pour un autre, alors on glousse comme des perdrix, là. Mais il n'arrive pas beaucoup de catastrophes, et donc jouer dans ma pièce ou dans une autre, c'est pareil, le boulot de montage est le même, on répète, on dit scrupuleusement le texte. Et parfois je martyrise mes camarades en disant attention, t'as changé, t'as rajouté 3 mots qui servent à rien. Donc on a l'impression que je respecte le texte comme celui de Molière. Et non, c'est pas ça, c'est qu'en fait les 3 mots en question, on les avait pas mis parce qu'ils seraient en trop. Et que c'est pas la peine de prendre l'habitude de les dire à partir de leur innovant. Est-ce que tu vas aussi voir des spectacles? Ah oui. Autant que je peux, oui. Et est-ce que tu en as un à nous recommander? À la rentrée, il faut retourner voir Sébastien Castro. Ça, c'est du très, 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 très grand art. Voilà. Donc, il faut aller voir Virginie et Paul. Et puis, mais comment c'est le titre de la pièce de Sébastien? C'est pas possible. Voilà, donc vous repérez ça pour Théâtre des Nouveautés à la rentrée. Je te mettrai dans les notes de l'épisode. Voilà. Eh bien, merci Hervé. Merci beaucoup. On peut te retrouver donc sur la Crème de Normandie au Théâtre du Gymnase, allez-y, et également donc au Théâtre du Ranelagh à la rentrée pour Virginie et Paul. Bon, tu ne seras pas sur scène, mais il faut y aller quand même. Et également au Festival d'Avignon. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.